Donc on continue notre série sur influence et manipulation et on va arriver à un biais cognitif extraordinaire qui s'appelle la preuve sociale et qui est capable de nous manipuler dans des largeurs extraordinaires. Comme d'habitude, je vais faire un focus sur tout ce qui a été utilisé ou est utilisable facilement par le marketing du tabac. Et encore une fois, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à arrêter de fumer. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai commencé. Je veux dire, le regard des autres, être comme d'autres personnes, faire partie d'un groupe. Bon, voilà, on est en plein dans la preuve sociale. Et c'est comprendre ces mécaniques-là qui m'ont permis de me libérer du tabac, mais c'est valable bien entendu pour bien d'autres phénomènes et bien d'autres dimensions de notre vie. Mais effectivement, comprendre comment fonctionne la preuve sociale, c'est faire un pas énorme en direction d'une plus grande liberté. Les nombreux essais que j'ai faits pour arrêter de fumer qui se sont tous soldés par un échec, en fait c'est comme si j'avais non pas un gros cadenas avec marqué nicotine dessus, mais des centaines de petits cadenas. Et chaque petite information que j'avais, ça m'enlevait un petit cadenas. Et c'est quand tous ces cadenas ont été supprimés que j'ai pu au final changer d'identité et passer de l'identité d'un fumeur à l'identité d'un non-fumeur. Alors la preuve sociale, ou pourquoi est-ce que nous sommes tous des moutons? Finalement, c'est que dans la preuve sociale, il y a l'idée que la vérité, c'est les autres. Et que finalement, si tout le monde pense pareil, en fait, plus personne ne pense. Ça, c'est une citation de Lippmann qui introduit ce chapitre, qui est d'une grande importance. Alors, quels sont les exemples les plus courants de preuves sociales pour qu'on situe bien de quoi on parle? Eh bien, la preuve sociale, ça peut être par exemple des rires en boîte qu'on entend dans des séries, dans des sketchs, Benny Hill, Friends, enfin bon, c'est rempli de rires en boîte et les tests ont prouvé que plus la qualité du comique était mauvaise et plus les rires en boîte étaient efficaces pour laisser à penser que la série ou le comique est efficace. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un restaurant dans lequel il n'y a personne? C'est un restaurant dans lequel on ne veut pas aller, parce que si les gens n'y vont pas, c'est qu'il y a une raison. Alors que celui d'à côté où il y a du monde, c'est que ça doit être bon. Donc naturellement, on va dans le restaurant dans lequel il y a du monde. C'est ça la force de la preuve sociale. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et parler de deux mécaniques principales qui forment cette preuve sociale. Alors, la première mécanique de la preuve sociale, c'est l'incertitude. Plus l'incertitude est grande et plus la preuve sociale va fonctionner fortement. En effet, quand une situation est confuse, quand elle est ambiguë, on a plus tendance à s'en remettre au jugement d'autrui plutôt qu'au sien. Parce que quand on ne sait pas quoi faire, quand on ne sait pas ce qui se passe, si quelqu'un a une conduite bien déterminée, il est naturel et logique de faire la même chose que lui. Donc quand l'incertitude est là, la preuve sociale peut battre son plein. Il y a plusieurs expériences qui ont été menées et qui vont dans ce sens-là et qui sont très intéressantes. La première expérience, c'est qu'on a pris un étudiant qui simulait une crise d'épilepsie, soit quand il y avait du monde, soit quand il y avait peu de monde. Eh bien, quand il y avait peu de monde, 81% des gens intervenaient et venaient voir ce qu'il se passait. Et quand il y avait du monde, eh bien là, on n'avait plus que 30% des gens qui venaient voir ce qui se passait et qui portaient secours à l'étudiant. Et oui, si tout le monde est à côté de nous et n'agit pas, peut-être est-ce que c'est la normalité. Il y a une autre expérience qui va dans ce sens-là, c'est on met des gens dans une pièce et on fait sortir d'un coin de la pièce de la fumée et on observe ce qui se passe en fonction du nombre de personnes qui sont présentes. Eh bien, quand on a une personne isolée dans cette pièce, eh bien, les statistiques montrent qu'on a 75% des gens qui vont appeler les secours et dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. 75%. Maintenant, quand on a un groupe de 3 personnes, on a déjà plus que 38%
des gens qui viennent donner l'alerte dans un temps donné. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si dans ce groupe de 3 personnes, on a 2 comédiens dont les instructions sont de ne pas bouger, eh bien là, la personne qui n'est pas dans le coup, eh bien, il n'y a plus que 10% des gens qui viennent donner l'alerte dans le temps donné. Donc on voit bien que la normalité, c'est les autres. C'est ça qui fait de nous des humains, c'est une réaction anticipable, mesurable, c'est un biais cognitif. Alors pourquoi ça marche? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, elle est assez évidente, c'est qu'il y a plusieurs personnes. La responsabilité de l'action, elle est diluée dans ces plusieurs personnes. Donc finalement, ma responsabilité individuelle, elle est moins importante si je suis dans un groupe que si je suis tout seul. La charge porte intégralement sur mes épaules ou sur plusieurs. La deuxième mécanique de la preuve sociale, c'est la similarité. Et on a une expérience qui illustre parfaitement la puissance de la similarité. On a des chercheurs qui ont laissé dans un parc public un portefeuille avec de l'argent, avec des papiers d'identité et avec l'adresse de celui qui a perdu son portefeuille. Mais un portefeuille dans lequel il y avait un petit mot qui disait, grosso modo, j'ai bien retrouvé votre portefeuille et je vous le renvoie. Donc ce portefeuille, il y avait un mot dedans qui laissait à penser qu'il avait été déjà perdu une première fois et que finalement le portefeuille qu'on trouvait, c'était le portefeuille qui allait être remis à la poste pour retrouver son propriétaire légitime. Et la variable qui a été introduite là-dedans, c'est soit de rédiger cette missive dans un très bon anglais, puisque l'expérience était aux États-Unis, donc soit on la rédige dans un très bon anglais, soit on la rédige dans un anglais tout à fait approximatif. Et on laisse ce portefeuille-là dans un quartier qui est fréquenté par des gens qui parlent plutôt correctement anglais dans un quartier chic. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que dans le cas où le portefeuille contenait la lettre qui était rédigée dans un anglais approximatif, il n'y avait que 33% des gens qui allaient le rapporter. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, quand la missive était écrite de sorte à laisser à penser que la personne avait un niveau d'anglais tout à fait correct, donc là où la similarité était la plus grande, avec la personne qui ramassait le portefeuille, on avait 70% de réussite. Donc, vous voyez que la différence est énorme. Et la seule variable, c'est de se dire, la personne qui l'a perdu une deuxième fois sur le chemin pour aller le rendre, elle était comme moi. Elle était comme moi, donc je fais comme lui. 33%, 70%, il n'y a pas photo. Donc on a bien vu que la preuve sociale fonctionnait particulièrement bien quand on était à la conjonction de deux phénomènes. Le premier, l'incertitude, et la deuxième, la similarité. Donc, quand je suis dans une situation incertaine, j'aurai encore plus tendance à calquer mes actions sur le comportement des autres. Voilà. Et l'industrie du tabac l'a bien compris, puisqu'elle a tiré les deux ficelles. Premièrement, on va commencer par la similarité. Dans tous les cas, il y a une publicité pour vous. On va dire, vous êtes une femme, il y a plein de publicités pour vous. Vous êtes un homme, bien évidemment, il y a plein de publicités pour vous. Mais c'est encore plus rigolo, on va encore plus loin. Vous êtes une personne de couleur, il y a une marque de cigarette qui a fait toute une campagne pour vous. Vous êtes un Gaulois, vous vous identifiez à Astérix, pas de souci. On a une marque bien française de tabac qui était faite pour vous et qui insiste en plusieurs endroits pour marquer français, gaulois, français. Là, si on n'a pas compris que si on est français, il faut fumer cette marque de cigarette là, c'est qu'on le fait exprès. Hein. Voilà. Si vous êtes sportif, alors sportif, quel sport? Vous aimez le tennis? On a ce qu'il faut. Le golf? On a ce qu'il faut. Le basket? On a ce qu'il faut. Quel que soit le sport, on a ce qu'il faut. Vélo? Mais il y a une publicité qui est faite pour vous. Vous aimez le vélo, vous devez fumer. C'est automatique, c'est la similarité. On a ce qu'il faut. Alors pour ce qui est de l'incertitude, le but, c'est de vous faire douter. Vous commencez à entendre que le tabac c'est mauvais pour votre santé. Pas du tout.
Le tabac, c'est très bon pour la santé, il n'y a pas de souci avec le tabac. Vous avez des dizaines de milliers de docteurs ou de spécialistes de la gorge qui vous expliquent qu'il n'y a aucun problème avec le tabac. Aucun. Vous avez des marques de cigarettes qui vous disaient mais chez moi le tabac il est grillé, donc quand je le grille il n'y a plus de soucis, les irritants s'en vont. Ben, faites pas d'inquiétude, tout va bien. Et donc l'incertitude augmente et la capacité de la similarité à vous influencer augmente de concert. Donc effectivement les deux ficelles ont bien été tirées par l'industrie du tabac. Alors maintenant, on peut se demander comment faire pour se prémunir de cette influence, de cette manipulation. Alors, comment dire non à la preuve sociale? C'est un instrument dont on sert continuellement, un instrument qui a ses avantages. On ne peut pas sans arrêt évaluer nos actes, nos actions. On doit bien être à un moment donné en pilote automatique. Et donc la preuve sociale fait partie de cet ensemble d'outils qui font de nous des humains et qui font qu'à un moment donné, on est en pilote automatique. Alors, on voit bien qu'on a des avantages à cette preuve sociale et dans le même temps, on a des inconvénients. Donc, on a ces deux facettes-là et il faut savoir quand lever un peu le pied sur le pilotage automatique et lever le nez en même temps que le pied pour voir un petit peu ce qui se passe à côté et reprendre le contrôle du mécanisme. Un élément qui est à citer pour reprendre le contrôle du pilote automatique, c'est quand les éléments de preuve sociale ont été délibérément falsifiés et qu'on le voit comme le nez au milieu du visage. Les rires en boîte, pour les reprendre, bon, c'est évident. Les campagnes de pub qui vous mettent exactement dans la bonne case, bon, ça se voit aussi un petit peu. Donc quand les moyens de trucage de ce pilote automatique sont transparents, là, on s'arrête et on se demande ce qu'on est en train de vouloir nous dire et s'il est judicieux de laisser œuvrer le principe de preuve sociale. Donc l'obsession de regarder toujours le groupe, de temps en temps, il faut la laisser de côté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer en bas ou sur le côté, je ne sais pas, et vous aurez accès à tout un tas d'images qui vont dans le sens que je vous expliquais. Maintenant que je sais que vous êtes libre de ce biais cognitif qu'est la preuve sociale, vous pouvez avoir accès à toutes ces images en version non floutée. Vous cliquez en bas et vous avez accès à tout. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et portez-vous bien.